Je vous salue, que je suis Madame Antoinette Kébi. Je suis conseillère du président de la République, chef du département de la promotion de la femme, famille et groupes vulnérables. Et vous êtes ici au Conseil consultatif de la femme, où j'assume les fonctions de secrétaire exécutive permanente du Conseil. Le parcours académique, comme on le sait, le diplôme qui nous donne accès à l'université, c'est le bac. Et donc, je partirai de cette période où j'ai suivi une formation de secrétaire de direction au lycée technique du 1er mai, dans la série technique administrative G1. Et donc, après l'obtention du bac, nous avons été envoyés à Bruxelles. Nous avons été formés en tant que secrétaire de direction pendant 2 ans. À l'issue de cette formation, j'ai voulu continuer un peu plus, approfondir véritablement la technique de secrétariat de direction, et j'ai été admise à l'Académie européenne des secrétaires, toujours à Bruxelles, d'où je suis sortie avec un diplôme en 1977. Et j'ai commencé à travailler à l'Union africaine des postes et télécommunications après un bref stage dans une société de transit. Mais pendant que je travaillais à l'Union africaine des postes et télécommunications, je m'étais en même temps inscrite à l'université Mariam Gouabi, à la faculté de droit, où en fonction de mon parcours académique déjà, il m'avait admis en 2e année de droit. Et j'avais choisi la filière droit privé. À la suite de cette formation à l'université Mariam Gouabi, j'ai dû suivre mon mari, qui était envoyé à l'académie militaire à Moscou. Il partait pour 5 ans. Et à ce niveau, il m'a fallu faire un choix. Parce qu'en réalité, en travaillant à l'Union africaine des postes et télécommunications, en ayant ma licence en droit, l'ouverture qui se faisait à moi sur le plan professionnel, c'était d'aller à Toulouse, me former en tant qu'inspecteur des PTT. Mais il y a eu effectivement cette contrainte familiale qui a fait plutôt que j'aille à Moscou rejoindre mon mari. Et là-bas, je me suis inscrite à l'université d'État, Lomonosov, en droit toujours. Et quand j'ai fini avec mes études de droit, un PhD en droit, en réalité, c'est un PhD en droit des finances publiques. Parce que je trouvais que c'était le domaine qui se rapprochait plus du domaine du droit congolais lorsqu'il s'agissait de parler des États socialistes, parce que l'URSS, à l'époque, était un État socialiste. Étudier dans la branche du droit privé tel que je l'avais fait à Brazzaville n'aurait pas été très intéressant pour moi en rentrant à Brazzaville. Et donc, je me suis focalisée sur le droit fiscal et finances publiques, tout en continuant à me former par moi-même en droit de la famille et en droit commercial. Et lorsque je rentre à Brazzaville, on est en 1987, fin 87, j'ai exercé pendant quelques temps, à peu près 3 ans, en tant que vacataire à l'université, avant d'être recruté. Donc je crois que pour cette première question, concernant mon parcours, on pourrait s'arrêter à ce niveau. Je suis engagée politiquement parce que je suis membre du bureau politique du Parti congolais du travail, un parti que j'ai intégré il y a quelques années, en 2006, mais en réalité l'acte ne sera signé qu'en 2007 par feu le secrétaire général Ambroise Noumazalaï. C'était parmi les derniers actes qu'il avait signés.
Et je suis arrivée très vite au bureau politique à la faveur du 6e congrès extraordinaire du parti. J'avais été choisie pour animer le secrétariat du congrès, secrétaire adjointe du congrès. Et je crois que le parti a vu la masse de travail que nous avons abattue à cette époque-là. Et pour moi, c'est une forme de reconnaissance du travail accompli pour qu'il m'ait emmené à ce niveau de responsabilité au niveau du parti. J'aimerais tout d'abord dire que le Conseil consultatif de la femme, comme les autres conseils consultatifs nationaux, est un organe constitutionnel. C'est dans la Constitution que nous avons tous voté, plébiscité en octobre 2015, qu'a été créé donc, le Conseil consultatif de la femme, avec pour mission de donner des avis au président de la République sur la condition de la femme. Donner des avis au président de la République. Et le deuxième volet de ces missions, c'est de faire des suggestions au gouvernement sur le moyen d'intégrer au mieux la femme au développement de notre pays. Donc, des avis pour le président et des suggestions au gouvernement. Le bilan concernant le Conseil de la femme aurait été beaucoup plus élogieux. Mais nous avons été confrontés à une réalité. Tout d'abord, la composition des membres de l'Assemblée générale. Contrairement aux autres conseils, au niveau du Conseil consultatif de la femme, les membres de l'Assemblée générale sont élus par leur pairs. Et ces membres proviennent de tous les départements. Et c'est donc dans chaque département qu'il fallait partir pour procéder à ces élections. Et il y a aussi les associations, les coopératives dont il fallait tenir compte. Et ça nous a pris beaucoup de temps. Finalement, au bout de quelques mois, on a pu constituer l'ensemble des membres de l'Assemblée générale. Mais là encore, il fallait un décret de nomination de ces membres. Et le décret, finalement, n'a été publié qu'au mois de janvier 2021. Donc, si nous devions commencer à travailler effectivement, c'est seulement à partir de janvier 2021. Et nous avons, en dehors du fait qu'il y a l'Assemblée générale qui tardait à se mettre en place, nous, en tant que secrétariat exécutif permanent, nous avons mené un certain nombre d'activités. Nous avons tout d'abord essayé d'être à l'écoute des femmes. Vous savez, lorsque vous avez une mission de donner des avis ou de faire des suggestions, cela ne peut pas venir de vous-même seulement. Il faut écouter parce que vous allez donner des avis sur la condition de la femme. Il fallait donc connaître cette condition de la femme. Nous avons procédé à de multiples écoutes. Les moyens faisant défaut, nous avions un échantillon toujours réduit par rapport à ce que nous aurions voulu avoir, mais assez représentatif pour comprendre les problèmes qui se posaient dans chaque catégorie. Et nous avons fait un rapport à ce propos. Nous avons aussi mené plusieurs causeries débats au cours desquels les femmes étaient édifiées sur la problématique déjà de l'intégration de la femme au développement de son pays, sur la manière dont la femme pouvait, usant de ses atouts innés, contribuer au développement du pays. Et puis, nous avons aussi mené des études. Nous avons choisi pour cela une société savante, une association, pour mener 2 études. La première concerne les us et coutumes qui sont des causes de blocage de l'émancipation de la femme. Quels sont ces us, ces coutumes, selon les départements qui bloquent, qui sont vraiment un frein à l'émancipation de la femme. Et cette étude a été menée et sera
nous avons déjà reçu la première mouture. Nous allons encore discuter là-dessus avec ceux qui avaient soumissionné. Et nous avons encore aussi une deuxième étude qui est là aussi bouclée concernant la femme, la Congolaise, dans la sphère politique. Depuis les indépendances jusqu'à maintenant, son implication. Donc si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, vous vous rendez compte que malgré le fait que nous n'ayons pas eu l'Assemblée générale encore fonctionnelle, parce que c'est l'organe délibérant, le secrétaire exécutif permanent étant chargé de mettre en œuvre le programme issu de l'Assemblée générale. Donc, en dépit du fait que nous n'avons pas eu cette Assemblée générale, nous ne nous sommes pas croisés les bras, mais nous avons anticipé. Et nous continuons à travailler dans ce sens. Nous avons aussi déjà en boîte, comme qui dirait, beaucoup d'autres questions qui seront soumises aux membres de l'Assemblée générale lorsque cette Assemblée se tiendra. J'ai écrit sur la femme déjà en tant qu'enseignante, parce que je ne l'ai pas dit. J'ai enseigné à la faculté de droit pendant 28 ans. Maintenant, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Et je m'étais beaucoup intéressée aux droits de la famille. Je vous ai dit qu'à Moscou, j'étais plutôt portée sur les finances publiques. Mais quand je rentre au Congo, le droit de la famille me taraudait tellement l'esprit que finalement, j'ai choisi d'être dans le département de droit privé plutôt que dans le département de droit public. Et j'ai donc écrit cet ouvrage sur les régimes matrimoniaux et les successions. Parce que beaucoup de choses se disent, mais parfois à tort. Et des personnes que vous pouvez penser connaître les questions, la matière, ne sont toujours pas au courant tel qu'il le faut. Et dans cet ouvrage, je vais prendre un ou deux exemples. Je vais commencer tout d'abord par les régimes matrimoniaux. Vous avez tous participé au mariage, cérémonie, célébration de mariage à l'état civil. Et il est bien dit que les mères généralement disent, vous avez 3 régimes matrimoniaux. Séparation des biens, communauté réduite aux acquets ou communauté tout court, donc communauté universelle. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que selon le code de la famille, pour opter pour un autre régime que la communauté réduite aux acquets, qui est le régime de droit commun, c'est-à-dire le régime auquel seront appliqués les époux s'ils oublient de choisir un régime. Donc, pour choisir un régime autre que celui de la communauté réduite aux acquets, si vous prenez un autre régime de communauté, il faut rédiger un contrat de mariage. Autrement, tous ces époux qui déclarent devant le maire, nous sommes mariés, nous optons pour le régime de la communauté des biens. Dans le code de la famille, vous n'allez pas voir régime communauté des biens. Vous avez régime communauté universelle des biens ou communauté réduite aux acquets. Et si on devait rester légaliste, tous ceux qui disent vouloir se marier sous le régime de la communauté des biens devraient produire un contrat de mariage. Et le contrat de mariage est signé avant le mariage. Peu importe, ça peut être signé le jour même, mais avant le mariage. Or, on ne produit pas ce contrat. Et ces époux devaient être régis par le régime de la communauté réduite aux acquets. Donc, j'ai voulu mettre cela en exergue. Et le côté succession, parce que nous avons beaucoup de difficultés. Le code de la famille traite en même temps des questions de succession et je crois que le code le fait bien. Oui, il y a quelque chose qu'on aurait pu améliorer, mais on est en 1977 quand même. Et le code le fait bien. Mais même ce qui est prévu dans le code, nous n'arrivons pas à l'appliquer. Nous n'arrivons pas. Le code nous dit, à partir de la... On est à la fin, donc on doit être aux articles 807, 806. À partir de la promulgation du code de la famille,
les us et coutumes cessent d'avoir force de loi et de coutume en République populaire du Congo. Mais pourtant, quand il s'agit de célébrer le mariage, on est encore en train de demander si la dot a bien été versée. Mais à l'article 140 du Code de la famille, il est bien dit que la dot a un caractère facultatif. Vous ne pouvez pas coller le mariage à la réalisation de la dot. Non, la dot a un caractère facultatif. Mais en même temps, et là c'est la grande difficulté, voilà pourquoi dans l'ouvrage j'explique toutes ces choses-là, la grande difficulté, c'est que le législateur en même temps vous dit l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage s'il n'a pas obtenu des parents l'assurance que le pré-mariage a été fait, ou l'assurance des parents que la dot ou le pré-mariage sera réalisé après. Encore des difficultés. Un pré-mariage qui peut se réaliser après le mariage, qu'est-ce que ça nous donne? Mais c'est tout simplement parce qu'on a eu du mal à nous dégager des coutumes. On a voulu garder la coutume et y mettre la modernité, et la symbiose n'a pas été facile. Donc, on a ces difficultés-là qu'il faut revoir, surtout en ce qui concerne le pré-mariage dont nous parlons longuement dans notre ouvrage. Oui, l'évolution est remarquable. Et ce n'est pas le fruit du hasard, vous savez. Déjà, c'est une prise de conscience des femmes qu'elles peuvent aller plus loin. Que certaines sphères qui leur étaient fermées leur sont véritablement ouvertes. C'est une prise de conscience. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a aussi la prise de conscience, je crois, des partenaires hommes que nous avons. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir, surtout les femmes qui sont engagées dans les liens du mariage, avoir une réussite professionnelle ou sur le plan politique sans l'accompagnement de votre partenaire. Ça ne sera pas possible parce qu'il y a tellement d'exigences. Il y aura des moments où vous devez abandonner les travaux domestiques pour vous concentrer dans la préparation d'un cours, dans la correction des copies, dans la réflexion tout azimut. Que si le partenaire n'est pas prêt à vous suppléer dans certaines tâches traditionnellement, je dis là, traditionnellement dévolues aux femmes, eh bien, à un certain moment, la femme va lâcher prise. Donc l'accompagnement, la prise de conscience de la femme elle-même, l'accompagnement du partenaire si la dame est en couple, et aussi l'accompagnement des pouvoirs publics. Dans quel sens? Lorsque je suis une femme vendeuse au marché, j'ai des enfants en bas âge, je suis obligée de les emmener au marché. Parfois, lorsque nous faisons les courses, vous voyez un enfant de 3 ans qui est en train de se balader dans le marché, mais en fait, la maman est en train de vendre quelque part. Ce n'est pas une sécurité. Et la maman, si les marchés étaient bien construits, il y a des garderies, on peut se dire que la maman peut faire garder son enfant. Au niveau des quartiers, avoir plus de garderies, de jardins d'enfants, des haltes pour les enfants, aiderait aussi la femme vraiment à mieux exprimer toutes ses potentialités. Mais trop souvent, on est ramené à ces tâches qui ne devraient pas, jusqu'à maintenant, être dévolues à la femme. Je vous dis, c'est un accompagnement. Quand nous éduquons nos enfants, nous devons montrer aux garçons et à la fille comment tenir une maison. Mais le garçon peut vivre seul. Mais il faut qu'il soit propre, il faut qu'il sache comment tenir une maison, comment cuisiner, ne serait-ce que les plats basiques. Ce n'est pas dévolu rien qu'à la femme, non. Ça, c'est du temps. Le temps est révolu. Parce qu'à l'époque, nos mamans, généralement, n'allaient pas travailler en dehors de la maison. Mais maintenant, la femme va travailler avec son mari. Parfois, ils vont dans le même véhicule pour aller travailler. Ils reviennent au même moment. Mais elle doit encore s'acquitter des tâches quotidiennes. S'il n'y a pas l'appui de son mari ou de son partenaire, je vous assure que là, c'est la société qui y perd. Parce qu'elle se fatigue dans ces tâches au lieu de faire exploser son cerveau. Elle va se fatiguer. Au moment de la réflexion, je dis, écoutez, bon, ça, on verra plus tard. Donc, c'est la société qui y perd. Juridiquement parlant, nous n'avons
pas de problème réel. Nous étions encore en 1975 lorsqu'il était dit diplôme égal, salaire égal. Nous, c'est depuis 1975. Les Français sont encore en train de se battre, surtout dans le privé. Elles n'ont pas les mêmes salaires que les hommes aux mêmes fonctions. Beaucoup de choses étaient déjà faites chez nous. Mais le grand problème en réalité que nous avons, moi je vais dire que maintenant il y en a deux. Le premier problème, c'est l'accès à ces sphères de décision. Vous avez les mêmes diplômes, mais lorsqu'il faudra choisir entre deux candidats, généralement on va privilégier l'homme. Pourquoi? Parce qu'on dit la femme, elle a beaucoup de contraintes. Elle est souvent absente de son lieu de travail. Elle ne peut pas rester au travail au-delà d'une certaine heure parce qu'il faut s'occuper des enfants. Mais un homme peut rester, travailler jusqu'à X heures sans beaucoup de difficultés. Et donc l'employeur qui regarde à la rentabilité va choisir l'homme. C'est pour cela que pour certaines entreprises, pour l'administration, parfois on met justement cette différence. J'ai le terme, je suis en train de m'échapper, mais pour faire qu'à diplôme égal, compétence égale, on puisse une discrimination positive, voilà, c'est arrivé. Discrimination positive, diplôme égal, compétence égale, qu'on puisse privilégier la femme pour essayer de faire que les femmes intègrent plus la sphère de décision. Donc, beaucoup de choses sont faites, mais dans la pratique, on a vraiment cette difficulté. Nous avons la Constitution qui, à l'article 17, deuxième alinéa, nous parle de l'obligation pour l'État, justement, d'assurer la parité à toutes les fonctions électives, politiques, administratives. Mais comment assurer cette parité? La loi, la Constitution le dit, mais la loi d'application n'a jamais été votée. Et donc, nous ne pouvons pas arriver à la parité, mais nous ne faisons pas aussi suffisamment d'efforts pour arriver, ne serait-ce qu'à remplir le quota donné par l'Union africaine et par les Nations unies, qui est de 30 et 33%. On n'y arrive pas. J'ai regardé dernièrement, au gouvernement, on a fait des efforts, mais n'est pas encore au niveau du quota. Nous sommes maintenant à 21% de ministres femmes. C'est une grande évolution par rapport à ce que nous avions jusqu'en 2002. En 2002, c'était le score le plus élevé. Il y avait 14% de femmes au gouvernement. Maintenant, on est à 21%. Mais on est loin de la parité et encore loin aussi du quota de l'Union africaine et des Nations unies. Cette économie, on parle d'économie informelle, dans laquelle la femme congolaise excelle. Pour celle qui ne va pas dans les bureaux, qui n'a pas d'emploi salarié, cette économie informelle est tenue dans la grande majorité par les femmes. Et nous avons vu pendant la période du Covid-19 comment ces mamans partaient de Wenzé, parfois même un peu plus loin, jusqu'à Total, à pied, avec les légumes sur la tête. Comment elles continuaient à tenir les foyers, à tenir leur maison. Non, le rôle de la femme n'est pas négligeable. J'ai vu rapidement ce volet, mais il y a déjà aussi le volet qui nous incombe à nous femmes et vous, hommes, qu'on néglige souvent parce qu'on le dévolue trop souvent à la femme, l'éducation de notre progéniture. Le code de la famille nous dit, quand bien qu'on est au niveau de l'article 169, par le seul fait de contracter le mariage, l'homme et la femme sont obligés d'éduquer les enfants, donc de pourvoir aussi à l'installation de leurs enfants. Mais trop souvent, ce rôle est dévolu à la femme. Mais ce n'est pas la femme qui va éduquer la famille, même si on le dit très souvent. Il faut qu'on ait cette complicité-là. À certains moments, la femme va travailler dans l'éducation des enfants, mais si l'homme ou l'oncle, peu importe, en fait c'est le mâle, n'apporte pas sa touche, c'est une éducation déséquilibrée. Donc la participation de la femme
à la construction de la société ou à la vie économique, elle est très, très importante. Celui qui n'a plus de challenge à relever, je crois qu'il doit se considérer déjà comme mort. Au niveau du Conseil consultatif de la femme, le premier challenge qui est en même temps aussi un défi, non, le challenge de taille, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir la session de l'Assemblée générale. C'est très important. Je l'ai dit au début, c'est l'organe délibérant dont les orientations vont être mises en œuvre par le secrétariat exécutif permanent. C'est un challenge. Tous ceux qui nous ont commis à cet âge, en commençant déjà par le président de la République lui-même, sait qu'il y a ce challenge-là à relever. Au niveau du gouvernement aussi, ils savent qu'il y a ce challenge à relever. Et en tant que toujours secrétaire exécutif du Conseil, j'ai un deuxième challenge, c'est de faire en sorte, mais ça sera seulement après qu'on ait l'Assemblée générale, faire en sorte que le Conseil consultatif de la femme soit véritablement un organe à l'écoute des femmes, des préoccupations des femmes, et un organe qui peut tirer la sonnette d'alarme selon les situations analysées, sonnette d'alarme concernant le gouvernement, et donner des avis pertinents au président de la République sur la condition de la femme. Si nous pouvons réussir véritablement ces missions, eh bien, Mme Kébi serait une femme comblée. Et évidemment, des challenges au niveau personnel, évidemment, ça, je les ai, mais je ne vais pas vous les livrer. Celui qui ne peut pas partager, il y a deux choses. Un, c'est un égoïste, et deux, il ne veut pas pousser les autres à aller de l'avant. Le partage, on le fait souvent. Je dis par exemple, là, je n'enseigne plus. Ça fait un peu plus de 2 ans que je n'enseigne plus. Mais vous avez des étudiants qui ne m'ont pas connu, mais qui continuent à venir pour s'enquérir de certaines choses. Nous le faisons très volontiers, parce que nous disons que là où nous sommes arrêtés, nos mamans, nos aînés ne sont peut-être pas arrivés là. Nous sommes arrivés. Mais il faut que la jeune génération arrive au moins là et dépasse. Et c'est comme ça que nous allons arriver au progrès au niveau de la nation. Ce n'est pas en nous contentant de ce que nous sommes, en restant dans notre précaré, sans partager l'expérience, que nous allons faire évoluer cette jeune génération. J'ai dit au début que j'ai été secrétaire de direction, mais c'est une grande sœur dans le quartier qui m'avait inspiré. C'est pour ça que j'ai été secrétaire de direction. Mais en me disant, c'est pour un temps. J'ai été enseignante, mais là aussi, il y a 2 dames qui m'avaient inspirée. J'espère que je ne vais pas les gêner, mais je le dis toujours. J'ai tout d'abord rencontré Mme Mougani, qui m'a enseigné au lycée technique. Et quand je la retrouve en France, elle est en train de préparer un DEA. Je dis, oh, grande sœur. Elle dit, oui, Antoinette, il faut continuer à étudier. Waouh, ça m'a fortifié. J'ai rencontré à Bruxelles Mme Emilienne Raoul, épouse de l'ambassadeur, qui allait à l'université. Oui, nous étions des étudiants. Et madame, l'ambassadeur aussi, va à l'université. Ça signifie que même si je suis mariée, je peux continuer à étudier. Les 2 dames m'ont inspiré. Et c'est ce que j'ai fait. Continuer à étudier malgré un mariage assez précoce, puisque je n'avais pas 22 ans. Mais j'ai continué à étudier. Mais j'aime bien manger le poisson d'eau douce. Voilà, donc je crois que c'est ton plat préféré. Tout est bon si c'est bien cuisiné, si c'est servi à propos. Mais... Non, je crois que j'aime bien manger le poisson d'eau douce, j'en consomme très très souvent. Ma devise est volonté, travail, discipline. Je crois que ça résume tout ce que je suis et ce que je fais.